Et donc moi je vais vous parler d'une situation qu'on rencontre souvent en entreprise et c'est celle des process qui nous empêchent de faire ce que l'on a envie de faire, c'est celle de la hiérarchie qui est pesante, c'est celle des contraintes qui s'imposent à tous et finalement on a souvent peur de se lancer. Et d'ailleurs, si on décide de le faire, eh ben c'est super, mais on est confronté à un autre problème, c'est qu'il faut arriver à convaincre les autres que notre idée est la bonne et qu'on peut s'engager dans cette idée. Et donc il faut convaincre les collaborateurs. Et puis il y a un troisième problème, si ce n'était pas assez, c'est de convaincre également la hiérarchie que ce que l'on propose, c'est quelque chose qui a de la valeur et qu'il faut soutenir. Donc je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler de ça à travers un exemple que je vais vous détailler. Et j'espère que cet exemple va vous inspirer, va vous donner des idées, va vous faire réagir pour faire des choses différentes, bien sûr, mais analogues, dans vos organisations. Et donc repartir avec la conviction que c'est possible de faire des choses de manière significative dans un contexte qui n'est pas forcément simple. Donc pour illustrer ma présentation, j'ai donc cette image que je vous présente ici. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est en un mot de me dire finalement à quoi ça vous fait penser ce que je vous ai exposé comme introduction, et aussi cette image. On voit des mots qui prennent le pas, ça change, donc équilibre, risque, réactivité, sensation, frisson. Alors, plouf. J'aime bien ça aussi. Il y avait un mot que personne n'a mis en avant, mais qui était bien caché, c'était un mot qui avait trait à l'entreprise dont je vais vous parler et dont je ne vais pas citer les noms. Donc, si vous regardez l'image, vous aurez peut-être une idée de la Coupe de l'América, quel est le nom de ce bateau. Donc, plouf, équilibre, en fait, c'est un équilibre effectivement qui est délicat, et finalement, moi, ce que j'aime bien dans le mot équilibre, c'est que l'équilibre est instable. En fait, l'équilibre, ça n'est jamais stable. C'est une recherche d'équilibre entre des forces qui s'opposent. Et donc, évidemment, on peut aller dans l'eau à la fin. C'est le pouf. Alors, on va essayer de ne pas aller jusque-là, hein, mais on verra. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que j'ai monté un programme innovant. Mais finalement, innovant au regard de quoi? Donc, j'aime bien aussi avoir des cadres de référence qui me permettent de mieux comprendre, finalement, ok, lui il a dit ça, elle a dit ça, mais au regard de quoi on peut le caractériser comme innovant. Donc il y a une personne que je voudrais mettre en avant, qui est Frédéric Laloux, qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Donc Laloux, en fait, c'est un associé de chez McKinsey, c'est un consultant. Et un jour, il s'est dit, moi j'aimerais bien finalement découvrir des organisations qui sont particulièrement innovantes. Et donc il a fait un peu un tour du monde en interrogeant des organisations qui étaient particulièrement innovantes. Et en faisant ce travail-là, il s'est dit finalement on pourrait classer les organisations en fonction d'un niveau de maturité. Donc son classement, il l'a noté avec des codes couleurs. Et ce classement, en fait, il a un caractère historique. Hein, donc il y a eu des organisations qui sont apparues rouges, puis ambre, puis orange, puis vert, puis opale. Et en même temps, ces organisations, elles existent aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des organisations qui sont rouges et d'autres qui sont ambre, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire que ces codes couleurs? Eh bien, le mode rouge, c'est tout simplement la logique de la meute de loups. Dans la meute de loups, c'est le leader qui est le plus fort et éventuellement il combat les autres personnes qui veulent prendre sa place. Et si dans le combat, il est battu, eh ben, c'est le nouveau leader qui prend sa place. C'est la meute de loups. Et aujourd'hui, on a ça avec les gangs, la mafia, les troupes de mercenaires. Donc ça, c'est un mode d'organisation qui est intéressant parce qu'il fonctionne assez bien. Les loups sont efficaces pour aller chasser des animaux qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Donc on n'a pas forcément de notion de valeur sur l'ensemble de ces niveaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun apporte des choses nouvelles par rapport à l'ère antérieure. Donc le niveau rouge, c'est l'impulsivité,
Et donc ça apporte la division du travail et l'autorité, évidemment. Le niveau suivant, c'est le niveau ambre. Le modèle, c'est l'Église catholique ou l'armée. Et donc là, c'est la possibilité, vous savez que le pape peut décider de choses qui vont s'appliquer partout dans le monde, pour autant qu'on suit les logiques de l'Église catholique. Et donc, ça permet d'avoir une organisation qui soit largement au-delà, finalement, du leader que l'on voit et qui nous fait peur. Et donc, c'est le principe des rôles officiels, et c'est l'introduction des processus. Processus, justement, qui nous empêchent aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Les processus viennent des organisations qui sont ambres, qui sont donc dans le conformisme. Le troisième niveau, c'est le niveau orange, c'est le niveau de l'organisation conçue comme une machine. C'est le moment, le triomphe en fait de la science. C'est l'introduction des Key Performance Indicators. Tout doit être mesuré dans l'entreprise. Et ça apporte des choses nouvelles, ça apporte l'innovation, ça apporte la responsabilité, puisque la personne qui est garant des KPI donc, va pouvoir être interrogée en disant « qu'as-tu fait comme résultat ?» Et ça apporte aussi la méritocratie. Donc c'est pas parce qu'on connaît le pape ou le cardinal que l'on va être promu, c'est parce qu'on est le meilleur dans la tâche et que donc on a été analysé dans des critères qui relèvent de la machine. Alors c'est intéressant parce que ça fait penser à d'autres choses aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, comme l'intelligence artificielle. Donc on se dit finalement, si on est remplacés tous par des intelligences artificielles, peut-être que finalement on est dans une logique qui est la logique orange. Le niveau d'après, alors c'est un niveau je pense qu'on aime bien ici, c'est le niveau vert. C'est le niveau de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est le niveau des parties prenantes. On va s'intéresser pas seulement à faire de l'argent de la manière la plus efficace possible, mais on va s'intéresser finalement aux impacts que l'on a, aux extériorités, et donc on va apporter de la culture, des valeurs, le principe d'autonomisation et le principe de concertation. On a vu juste avant une conférence sur le vote sans candidat. Donc là on voit des choses qui sont sur une logique de pluralisme, une logique vert. Et après, le dernier niveau, c'est le niveau opale. Et donc en fait, ça c'est le principe de l'organisme vivant. Donc il va s'adapter en fait comme un organisme où il y a des choses finalement qui sont spécialisées, des organes spécialisés, et qui vont pouvoir se développer de manière quasi indépendante d'autres organes qui vont se développer également. Et donc ça va se baser sur la confiance, l'intégrité, la liberté de s'adapter. Voilà, c'est un peu long, mais c'était nécessaire parce que vous allez comprendre après la logique dans laquelle ça s'insère. La logique de l'organisme vivant, c'est assez rare. Aujourd'hui, on est plutôt globalement dans un paradigme orange avec du vert qui cherche à rentrer de plus en plus. On a eu une grosse vague de RSE dans les entreprises et quelques entreprises seulement sont dans un paradigme plutôt opale. C'est une manière de voir le monde. Donc ça va permettre de comprendre le modèle que j'ai voulu mettre en place qui, selon moi, est plutôt d'une logique opale. Mais il faut regarder finalement de quoi on parle. Donc je vais vous parler d'un programme qui est un programme d'accompagnement de start-up par les collaborateurs. C'est ça le sujet que j'ai mené et donc je vais vous livrer sur la logique de comment on engage les collaborateurs, comment on engage la hiérarchie dans la mécanique. Et ça, évidemment, ça commence par une logique qui est très contrainte. Je vous ai dit en introduction, en général, on ne peut rien faire. Donc moi, la situation dans laquelle j'étais, c'est que j'étais dans une filiale d'un groupe mondial américain. Donc la filiale a peu d'autonomie, évidemment. Et puis, quels étaient les moyens que j'ai pu mobiliser finalement pour faire ce que j'avais à faire et que je proposais aux collaborateurs, déjà, c'est pas de temps. Donc je ne vais pas te donner du temps supplémentaire pour faire ce que je vais te demander de faire en plus. Pas d'argent, donc pas de budget pour faire des choses avec des tas de consultants, des tas d'événements super, etc. Pas d'argent, ou quasi pas. Pas de bénéfices clairs, c'est-à-dire qu'en fait on va apprendre en marchant, donc c'est en le faisant qu'on va comprendre un peu les bénéfices, et finalement c'est peut-être toi qui vas me dire les bénéfices que tu vois à faire ce que je vais te proposer. Donc accompagner des startups pour faire quoi? Je ne sais pas. Pas de structure bien définie, ça va être une forme d'auto-organisation, on va le décrire. Et donc en fait, le seul truc finalement que l'on a, c'est de la bonne volonté. Et avec ça, est-ce que ça suffit pour y aller? Bah oui, allez, on va y aller. On y va. Donc un programme d'accompagnement
de start-up par les collaborateurs, finalement, c'est un peu comme si on voulait faire dérouter le cargo. Donc le cargo est lancé, l'entreprise, grande entreprise multinationale est lancée, et finalement, peut-être qu'avec les start-up, on pourrait faire dévier un peu le cargo et amener quelque chose qui est intéressant, qui est finalement d'amener de l'innovation grâce à ces start-up qui vont pouvoir diffuser dans l'entreprise. Et comment on va le faire? Moi j'ai fait une analyse finalement des forces de l'entreprise. Je me suis dit, il y a quelque chose sur lequel nous on est super fort et que dont les startups ont besoin, c'est l'accès aux clients. En fait, nous, on était une entreprise dans le B2B avec tous les clients étaient clients de cette entreprise. Je vais essayer de ne pas la citer d'ici la fin, c'est mon challenge. Et donc, donc, cette entreprise a tous les clients. Et finalement, si on donne accès à ces clients aux startups, ça c'est un super cadeau qu'on leur fait. Et donc forcément, elles vont être contentes, elles vont vouloir s'engager dans le dispositif. Et donc c'est ça dont on parle, c'est d'aider les startups à accéder à des clients avec la force, l'énergie, la conviction des collaborateurs. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On lance un test. On lance un test avec 6 startups et 6 collaborateurs. On forme des binômes. Et ces binômes, on leur dit, vous allez essayer d'ouvrir des portes chez nos clients pour ces startups-là. Et comme on n'a pas d'argent, en fait, on n'a pas d'argent, et puis moi, j'en veux pas. Parce que si j'ai de l'argent, je vais l'avoir de quelqu'un à qui je vais devoir rendre des comptes, qui va me demander des objectifs qui ne vont pas forcément être ce que j'ai envie de faire. Donc finalement, j'ai envie d'essayer de faire des choses sans absolument demander d'argent à qui que ce soit, à aucune business unit de l'entreprise. Donc sans argent, comment on fait pour mettre en valeur les startups? L'entreprise, elle organise des événements avec ses clients tout le temps. Puisque c'est une filiale, elle a une fonction de vente et de distribution, de marketing. Donc elle a des événements clients en permanence. Et donc, finalement, la démarche, c'est de dire, allons voir ces gens-là, et puis on leur demande, tiens, tu voudrais pas avoir un espace startup? D'ailleurs, il y a un espace startup Braze Hacking ici. Ils n'ont pas fait pareil, mais moi j'ai fait ça avec les événements privés de mon entreprise. Et donc je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas la place dans ton événement pour avoir un petit espace startup? Et les gens du marketing disent, mais c'est une super idée, parce que nous on a besoin d'attirer les entreprises à nos événements. Et donc si on a des startups innovantes, ça va aider à ce que les gens viennent à notre événement. Donc ça nous arrange, ça nous intéresse. Donc si tu peux le faire, c'est super, fais-le. Et donc au lieu d'avoir des startups qui payent des stands à 5 000 € l'unité, parce que c'est ça que l'entreprise vendait à des partenaires avec lesquels elle avait des contrats commerciaux, du coup c'est gratuit et tout le monde en bénéficie. Et donc évidemment, on a été sur des petits événements, puis des plus gros, puis les événements majeurs pour la filiale. Et au moment où on est sur les événements majeurs pour la filiale, le patron pays, le country leader, il repère ce dispositif et il me dit écoute, ce que tu fais c'est génial, j'ai juste une demande, c'est que j'en voudrais beaucoup plus. Alors là, j'ai une feuille de route. Donc là, c'est différent. J'ai une capacité à engager des choses. Et donc, toujours pas d'argent. Pareil. Donc, j'ai quand même la capacité de faire beaucoup plus. Et donc, je vais finalement reposer le programme à plat. Et donc, je vais vous montrer le résultat. Et ce programme mis à plat, on le relance. Et là, on passe de 6 startups à 60 en un an. x10 en un an, donc c'est possible dans les grands groupes, et je voudrais vous donner un maximum de clés pour que vous puissiez faire des choses qui ressemblent à ça dans vos entreprises dès après-demain, puisque demain vous êtes ici. Donc la première étape, évidemment, c'est de convaincre les collaborateurs de s'engager, et donc finalement de vaincre les peurs. J'aime pas trop ce mot-là, parce que les peurs, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche d'agir, c'est plutôt des appréhensions. Les collaborateurs, ils ont des appréhensions, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont y gagner, qu'est-ce qu'ils vont devoir y mettre, et est-ce que tout ça est vraiment fait pour eux. Alors, la première chose, c'est qu'il faut connaître finalement les attentes des collaborateurs. Donc vous avez plein de démarches pour ça, hein. Vous avez des ateliers ici de design thinking, des choses comme ça, faire des explorations. Il faut connaître finalement les attentes des collaborateurs. Mais par contre, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est faites bien attention de ne pas limiter finalement vos choix sur les motivations auxquelles vous voulez répondre. Finalement, c'est parfois intéressant quand même d'avoir un cadre assez souple
où vous pouvez agréger des motivations qui soient très diverses. Parce que ça, finalement, ça fait que si les motivations, elles évoluent, finalement, ça marche toujours. Donc vous avez quelque chose qui fonctionne très bien, même si les motivations des uns et des autres évoluent, même si vous grandissez le programme, vous allez avoir peut-être des early adopters, des gens qui démarrent tout de suite avec certaines envies, certaines attentes, et puis quand vous passez à l'échelle, vous êtes capable d'agréger d'autres attentes, d'autres envies, parce que vous n'avez pas restreint les choses en disant il faut que vous soyez tel critère, et donc c'est comme ça qu'on vous prend et pas autrement. Donc là, les critères, c'est par rapport à l'aventure startup, les collaborateurs, certains ont vécu cette aventure startup dans une vie antérieure. Et ils ont envie de revivre, parce que c'est un kiff, quoi. Les startups, ça va super vite, ça change tous les jours, et donc il y a des collaborateurs qui ont envie de revivre cette décharge émotionnelle d'être au plus près des startups. Donc des collaborateurs me disent, voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de revivre ce moment que j'ai vécu et que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y en a d'autres qui ont une démarche complètement différente. Ils disent, moi j'ai eu une belle vie, j'ai eu une belle carrière, j'ai appris tant de choses. Moi je suis content de la formation que j'ai reçue, de l'argent que j'ai gagné, et donc j'ai envie de redonner. J'ai envie d'aider les jeunes, entre guillemets, parce qu'il y a des start-upers qui ne sont pas jeunes du tout, mais ils sont jeunes entreprises en tout cas. Et donc ils ont besoin d'aide, ces gens-là, ils sont au début de leur aventure business. Et donc, ils veulent redonner finalement de leur connaissance, de leur savoir. Et donc, c'est une autre motivation. Troisième motivation, c'est se préparer. Il y en a qui sont en train de se préparer à quitter l'entreprise. Et c'est OK. De toute façon, on peut leur empêcher de faire quoi que ce soit, ils le feront quand même. Donc, on peut aussi les aider, que ça se passe bien. C'est aussi une possibilité pour une entreprise, finalement, garder les gens qui ne veulent pas rester, c'est pas forcément la meilleure solution pour être efficace. Et puis il y en a aussi qui veulent juste découvrir, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et puis ils se disent peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Et puis il y a aussi des gens qui ont des motivations qui ne sont pas forcément très personnelles comme celle-là, mais plutôt professionnelles. Donc il y a des gens aussi qui achètent le message que les startups vont apporter de l'innovation chez leurs clients. Et ça, on le verra juste après. Donc on voit que l'engagement, évidemment, c'est la clé du modèle. Et donc quand j'ai repensé le programme en disant il faut que j'en fasse beaucoup plus, j'ai apporté une innovation par rapport à la manière dont ça marchait. C'est que je me suis dit, finalement, la difficulté, c'est de trouver un collaborateur qui s'engage. Les startups, c'est très facile, parce qu'avec une promesse qui est de dire on va vous aider à trouver des clients, on les trouve facilement. La difficulté, c'est de trouver un collaborateur. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un bon binôme, un binôme qui fonctionne. Donc que le collaborateur et la startup, qui est un peu une chimie, une alchimie qui se passe, pour qu'ils aient envie de travailler ensemble, qu'ils aient envie de se revoir, alors qu'il n'y a pas de temps, c'est quelque chose qu'ils font en plus de leur travail habituel. Et donc pour faire ça, j'ai proposé que les startups, que les collaborateurs trouvent eux-mêmes leur startup. Donc j'ai appelé ça Bring Your Own Startup. Et ça a marché super bien, parce que les collaborateurs connaissaient déjà des startups. Parfois, c'était des startups avec des potentiels conflits d'intérêts, mais c'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est qu'ils les connaissent, qu'ils ont envie de les développer et que ça apporte finalement au dispositif ce qui est attendu, qui est de l'innovation. Et donc, Bring Your Own Startup, sur les 60 startups qu'on a accompagnées, 40% des startups étaient sourcées par les collaborateurs, trouvées par les collaborateurs dans Bring Your Own Startup. Ça veut dire que moi, j'avais plus rien à faire. Ils trouvaient les startups, le binôme fonctionnait et le programme fonctionnait tout seul. Alors, il y avait aussi un parti pris hyper important pour moi, et j'espère pour vous aussi, c'est le programme ouvert à tous. Alors, dans mon entreprise, c'est 98% de cadres, donc c'est vrai que le profil des personnels est un peu particulier. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant d'avoir des programmes ouverts à tous, parce que finalement, les compétences que l'on demande, c'est des compétences que quasi tout le monde a, et j'espère même que tout le monde a, et puis finalement, si les gens n'ont pas, on peut les aider à les acquérir. Ces compétences, c'est quoi? C'est du relationnel, bien s'entendre avec quelqu'un, la start-up. C'est la gestion de projet, c'est être capable d'avoir des objectifs et de remplir les objectifs que l'on vous donne, et là, de manière en plus autogérée, donc il n'y a même pas quelqu'un qui va vous demander où vous en êtes. Et puis, c'est donc du relationnel dans l'entreprise, c'est-à-dire d'être capable de démarcher des collègues, parce que l'accès client, c'est pas uniquement les commerciaux qui l'ont,
ça peut être des gens qui n'ont rien à voir avec les clients, mais qui vont aller contacter des collègues dans l'entreprise et qui vont dire, regarde, moi je fais partie de ce programme startup, est-ce que tu ne voudrais pas passer un peu de temps pour m'aider à ce que ma startup, qui peut apporter un bénéfice à ton client, aille voir ton client. Donc, ouvert à tous, c'est un parti pris, hein, on peut faire autrement. Donc, il y a des gens qui vont dire c'est que les top talents, c'est que les cadres dirigeants, etc. Moi, j'ai pris un parti assez fort, qui est de dire que tous, on est compétents, tous, on est capable de faire ça. Et bien sûr, ça vient de quelque part, c'est qu'avant de faire ce programme d'innovation, moi, j'étais en charge de la responsabilité sociale d'entreprise, donc le paradigme vert, y compris dans le modèle de Lalou. Et donc, quand on fait des programmes d'engagement collaborateur pour faire des choses qui apportent le bien dans le monde, on veut que ce soit ouvert à tous. On ne veut pas que ce soit limité sur un champ de compétences, un niveau hiérarchique, etc. Alors, ouvert à tous, mais il ne faut pas oublier aussi, ouvert à toutes. Alors ça, je voudrais faire un focus particulier là-dessus parce que c'est pas du tout... il faut bien comprendre que mon discours n'est pas du tout ni sexiste, ni quoi que ce soit, mais c'est sur des statistiques. Statistiquement, les femmes ont plus de mal à s'engager dans ce type de dispositif. Statistiquement, les femmes, et je ne veux pas appuyer sur des stéréotypes, c'est juste la pratique. Les femmes se disent... Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment 100% des compétences? Non, mais est-ce que j'ai vraiment 110% des compétences avant de faire? Alors que les hommes, en moyenne, ils vont se dire ouais, si j'ai 30% et puis que tu penses que je peux le faire, c'est bon, quoi. J'y vais. Et donc, du coup, il y a besoin d'avoir un travail un peu spécifique. Moi, je le faisais plutôt en face à face. Hein, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de collaboratrices qui étaient intéressées par le programme et puis ils disaient ouais, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment bien pour moi, etc. Et donc il y a un travail d'accompagnement, hein, c'est vraiment individuel, pour qu'elles se disent, oui, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas t'engager. Il y a des contraintes évidemment de temps, et donc ça je vais en parler juste après, mais au-delà de ces contraintes de temps, si tu sais les gérer, après il n'y a pas de raison. Alors le temps, il faut le trouver. Alors le temps, où est-ce qu'on le trouve? Alors déjà, moi, le programme, c'était en plus de ton travail. Donc ça, c'est pas donné par les RH, c'est pas donné par un programme tout fait. Non, le temps, il faut le trouver. Alors le temps, on le trouve comment? La première chose, c'est qu'on le trouve si on est motivé. Donc, en fait, il y a quand même des gens qui sont capables de donner un peu de temps parce qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et ça, c'est toujours quelque chose, une marge de manœuvre que l'on a parce que l'on a envie. Mais ça suffit pas toujours. Et ça dépend, parfois c'est prenant. Et donc si c'est prenant, il faut quand même trouver un cadre. Et là, en fait, le temps, finalement, il n'est pas unique. C'est-à-dire que, en fait, la personne qui va accompagner une start-up et qui va l'emmener chez un client, si c'est son rôle, finalement, de travailler avec un client en particulier, moi j'ai un exemple, une collaboratrice qui était responsable d'un grand compte, et donc elle, finalement, avait besoin d'enrichir la relation qu'elle avait avec ce client-là, et donc elle a choisi une start-up qui était dans son domaine. Et grâce à ça, finalement, elle a combiné les temps. C'est-à-dire qu'elle était dans son travail et en même temps, elle faisait partie du programme que je lui proposais. Donc le temps, finalement, c'est quelque chose qui est assez fluide et que l'on peut réajuster. Et donc, si les collaborateurs ont de la peine à se dire « je vais trouver le temps pour faire ça », laissez-les donc réfléchir à combiner, finalement, une tâche avec une autre de manière à ce qu'ils soient capables de s'engager dans le dispositif tout en respectant d'autres temps qui sont importants pour eux, la famille, le sport, la détente, les loisirs, etc. Il ne s'agit pas que l'entreprise prenne toute la place. Alors, une fois qu'on a donc le temps, on a la motivation, donc finalement on est prêt à y aller. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a paru très important dans le programme que j'ai mis en place, que je voudrais partager avec vous, c'est finalement donner le droit. Alors, donner un droit qu'on a déjà, mais en fait, on ne sait pas qu'on l'a. Donc moi, la manière dont je traitais le sujet avec les collaborateurs et les collaboratrices, c'est que je leur disais, finalement, je vais te proposer quelque chose que tu ne peux pas m'imaginer, c'est que je mets à ta disposition toutes les ressources de l'entreprise pour ta start-up. Toutes. À une condition. C'est que tu ailles voir un collaborateur ou une collaboratrice, que tu connais, ou sinon, je peux te fournir des contacts, que tu as lui présenter ton programme, ce que tu fais avec la start-up, pourquoi tu fais ça, et que tu as lui expliquer la valeur qu'il aurait à passer du temps en plus de son travail habituel ou en le fusionnant avec ce qu'il fait déjà, pour qu'il aide ta start-up.
Et ça fonctionne hyper bien. On verra dans les résultats. Finalement, ce droit-là, ça fait que on devient tous finalement des ambassadeurs du programme. On trouve tous des marges de manœuvre qu'on ne pensait pas possibles. Et moi, j'ai eu des choses qui m'ont vraiment surprise. Alors que moi, je fais partie de l'association Les Activateurs, où on parle de corporate hacking, hein, on parle de la manière de détourner les organisations à leur propre bénéfice et éventuellement parfois à leur insu. Et il y a des collaborateurs qui m'ont surpris, ils savent pas qu'ils sont des corporate hackers, mais ils le sont, parce qu'ils ont réussi à trouver des marges de manœuvre qui sont incroyables, juste parce que moi, de mon propre chef, hein, personne ne m'avait donné cette autorité-là, je leur ai dit, voilà, tu as droit à tout, à une condition qui est de ne pas mettre le bazar finalement. Et à ce moment-là, d'un seul coup, ça devient possible. Alors, dernier point sur les collaborateurs, c'est que donc il fallait quand même un cadre. Et le cadre, c'est compliqué à mettre en place. Et puis, parfois, c'est rebutant pour les collaborateurs d'avoir un cadre. Donc moi, le cadre, en fait, j'ai pris un parti aussi qui était de dire, finalement, le cadre, il est un peu autogéré par les collaborateurs. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais des moments, en fait, de mise en commun, où venait qui voulait. Et donc on faisait régulièrement, je pense qu'on faisait tous les mois de mémoire. Et dans ces moments-là, eh bien, on mettait en commun la manière dont le programme fonctionnait. Finalement, on pitchait la start-up et on avait des retours des autres collaborateurs. Donc c'est un modèle de co-développement. Chacun apporte finalement quelque chose aux autres. Et on avait des discussions qui étaient hyper intéressantes sur l'innovation grâce à des cas d'exemple de start-up et comment finalement la start-up pouvait se développer dans l'organisation. Et on découvrait finalement des organisations internes qu'on ne connaissait pas, des ressources sur lesquelles on pouvait s'appuyer qu'on n'imaginait pas. Et donc, grâce finalement aux échanges du groupe, on avait ce cadre, cette communauté. On a eu tout à l'heure une présentation sur les communautés en entreprise. Finalement, ça a créé une communauté autour de ce sujet-là. Voilà, donc j'ai mis vraiment un gros focus sur la partie collaborateur parce que je pense que c'est vraiment au cœur du discours, au cœur du dispositif. Mais bien sûr, on ne peut pas vraiment laisser complètement de côté la hiérarchie et la direction. Et donc on a besoin, quand on fait ce type de programme, de donner quelque chose qui fonctionne pour la hiérarchie. Et comme on l'a vu sur le nuage de mots, c'est quand même parfois un numéro d'équilibriste. Alors comment ça marche ? Alors, par rapport à la hiérarchie, moi j'ai donné en fait 4 objectifs qui étaient empilés. Et à nouveau, le fait d'avoir des objectifs différents, ça me permettait de répondre à différentes parties prenantes. Ça veut dire que quand j'avais des directeurs qui venaient me voir et qui me disaient moi je suis particulièrement intéressé par ce sujet-là, je disais regarde les 4 objectifs que j'ai, que je vais décrire là tout de suite. Et du coup, ça permettait que dans la plupart des cas, on avait une réponse à cette problématique. Donc les 4 problématiques qu'on adressait avec ce programme, c'est le premier niveau, c'est la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, pourquoi ? Parce que l'entreprise dans laquelle j'étais donc supprimait de l'emploi et qu'elle avait une obligation d'en recréer et que ce programme, grâce aux startups qui créent de l'emploi, eh bien, ça contribuait à la création d'emplois. Donc les collaborateurs, finalement, ils contribuaient à cette mission de l'entreprise qui est de dire d'accord, nous, on a une situation économique qui est difficile, on supprime de l'emploi, mais on aide le bassin à se régénérer, on aide les startups à créer de l'emploi et donc à embaucher les salariés de notre bassin. Le deuxième niveau, c'est la transformation interne. Donc vous l'avez compris, 60 collaborateurs engagés qui se préoccupent d'innovation, qui vont aller bousculer l'organisation, ça fait beaucoup de gens qui ont été impactés au fur et à mesure sur la nécessité que l'organisation, elle évolue. La grande transformation de l'entreprise, c'était le cloud. Et moi, j'avais fait l'étude GPEC, l'étude stratégie des emplois et des compétences. Et donc, j'avais une bonne idée, une très bonne idée de l'évolution de l'entreprise et de l'impact sur les emplois et les compétences. Et donc, ça me paraissait hyper important d'avoir une action qui aide les collaborateurs à mieux comprendre la logique du cloud, les nouvelles technologies, les nouveaux modèles start-up qui allaient être leur quotidien très très vite. Le troisième niveau, c'est l'innovation client. Donc, l'entreprise produit des produits qu'elle vend à ses clients. Et en complément, on a beaucoup de cas d'usage qui sont apportés par les startups. Et donc,
l'innovation qu'on proposait à nos clients était bien plus riche avec les cas d'usage des startups. Et là, on avait des métriques là-dessus. Donc, on voulait finalement avoir des rendez-vous clients, mais uniquement dans une logique gagnant-gagnant. Donc, ce n'est pas un bénéfice automatique pour la startup. C'est quand la startup a fait la preuve que ça va servir les objectifs de l'entreprise en passant finalement par le filtre des collaborateurs qui gèrent les clients. À ce moment-là, on va lui permettre d'aller voir ces entreprises-là. Et on a eu les 2/3 des startups qui ont réussi cette étape-là, qui ont réussi à avoir des rendez-vous avec nos clients grâce à nous. Et puis le dernier niveau, c'est que l'entreprise, à cette époque-là, avait des programmes partenaires qui étaient intéressants pour les startups, mais les startups ne le savaient pas. Et d'ailleurs, les startups, quand on leur en parlait de ces programmes partenaires, ils leur disaient « Non, mais ça, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour des grands partenaires. » Et ils n'avaient pas complètement tort. Parce qu'il n'y avait rien de spécifique dans le programme qui était vraiment dédié aux startups à cette époque-là. Et néanmoins, avec tout ce flux finalement vertueux, on arrivait à ce que les startups se disent « Ah non mais là on est tellement en contact avec vous, on travaille tellement bien avec vous, avec des rendez-vous clients, on a échangé avec les équipes commerciales, on est présent partout, ça serait bien qu'on ait un label officiel. » Et bien ce label officiel, c'est le programme partenaire. Donc on a eu quelques cas de startups qui sont devenus des partenaires. Et donc c'est le haut de la pyramide. Quelques cas, ça suffit finalement à ce que le programme il ait aussi une valeur business pour les gens qui gèrent cette activité de partenaire. Voilà, donc 4 niveaux empilés, ce qui permet d'avoir une certaine robustesse par rapport aux attentes de la direction. Mais le country leader, lui, il avait une attente qui était beaucoup plus simple que ça. Tout simplement, faire du buzz. Alors, faire du buzz parce que lui, il voulait qu'on parle de l'entreprise, j'ai failli la citer, et qu'on en parle en disant qu'elle était innovante, et évidemment, les startups, c'était un bon moyen de faire ça. Et donc, c'était ça son attente. Et ce que je veux que vous compreniez bien, c'est que finalement, j'ai parfaitement répondu à son attente en faisant le chiffre qu'il voulait. Parce que lui, il a dit j'en veux beaucoup plus. Moi, quand j'ai fait x10 en un an, je pense qu'il était assez content du résultat, voire très content. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout lâché les 4 niveaux d'objectifs que j'ai présentés juste avant pour ça. En fait, ça, c'est en plus. Ça vient avec, mais finalement, quand vous avez un dirigeant qui vous dit voilà, moi je veux ça, parfois, il faut dire ok, je vais faire ça, exactement ce que tu demandes, mais j'ai d'autres objectifs finalement intermédiaires qui peuvent être intéressants et qui vont aussi répondre à d'autres attentes d'autres parties de l'organisation. Donc, on arrive vers la conclusion. Donc, les résultats. Alors, les résultats, déjà un tweet. Un tweet qui dit, donc là, vous avez le nom, mais moi je ne le dis pas. Vous avez un tweet qui dit que les startups rencontrent la CEO monde. Ça, c'est pas mal. La CEO monde, elle revenait d'un voyage à Bangalore en Inde, où elle a ouvert un accélérateur de startups, et elle a rencontré les startups françaises, et elle a rencontré 9 startups, et elle est repartie de cette rencontre en se disant ce qu'on a fait à Bangalore, il faut qu'on fasse ailleurs dans le monde. Et ça a lancé un programme qui s'est décliné à Sao Paulo, à Singapour, à Tel Aviv, à Austin au Texas, à Bristol en Angleterre et à Colombes en région parisienne. Donc ça, c'est pas mal. Un autre résultat très positif, c'est qu'on a réussi à passer du push au pull. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup d'efforts pour finalement diffuser la culture startup, diffuser ce que l'on faisait avec les startups que l'on accompagnait. Et puis est arrivé un moment où ça a basculé et finalement les gens m'appelaient. C'est-à-dire qu'il y avait des commerciaux que je ne connaissais pas, il y avait des responsables commerciaux que je cherchais à joindre depuis longtemps qui m'appelaient en disant tiens, on fait tel événement, on fait tel rendez-vous client. Est-ce que tu as une startup dans le domaine d'activité de ce client-là qui serait intéressant par rapport à la dynamique que l'on a mis en œuvre? Ça veut dire que finalement on avait essaimé assez de belles histoires pour qu'eux-mêmes finalement tirent le dispositif, et donc ça c'était évidemment très vertueux. Alors, j'ai dit que les collaborateurs finalement étaient des corporate hackers, donc j'ai mis un exemple là avec le code, un code de droit, donc c'est l'exemple des juristes. Donc en fait dans l'entreprise, le service juridique,
c'est un service support hyper spécialisé, qui coûte cher, à qui on demande tous les ans de faire plus avec moins, et qui en plus a une règle éthique qui est très forte. Ils n'ont pas le droit de faire du conseil, parce que c'est l'exclusivité des avocats. Et pourtant, on a craqué le service juridique, à tel point que la directrice juridique a donné le cadre d'action de ses collaborateurs pour que ce qu'ils fassent avec les startups ne soit pas du conseil, mais une écoute active. Enfin, elle a trouvé les mots qui allaient bien. Et donc, tous les juristes, en fait, se sont mis à aider les startups. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un collaborateur qui est allé voir son juriste préféré, qui lui a dit, voilà, écoute, moi j'ai une startup qui me tient à cœur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide des gens dans le domaine de la santé à prévenir finalement les arrêts cardiaques. Parce que quand on va chez le médecin, on a une écoute du cœur qui est très limitée. Et cette startup, elle permet d'avoir un capteur et donc elle permet d'avoir un suivi cardiaque sur plusieurs mois. Et grâce à ça, on repère des anomalies cardiaques et donc on fait de la prévention de problèmes cardiaques plus efficacement que la médecine le fait aujourd'hui. Et donc le collaborateur a été touché et il s'est dit, ok, moi je veux bien regarder la partie contractuelle de cette startup-là. Et puis après, évidemment, il en a parlé à ses collègues et donc ça a essaimé, ça a fait boule de neige. Et donc on a craqué complètement le service juridique. Et puis dernier résultat positif, c'est une collaboratrice qui a trouvé un nouveau job. Et finalement, on sait qu'il y a des job boards, des tableaux d'emploi, etc. Et on sait que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de bouche à oreille et on sait qu'il y a beaucoup de copinage. Et finalement, cette collaboratrice-là, elle était dans un département R&D et elle a été finalement envoyée en mission par elle-même et par moi pour aider cette startup-là. Et donc, elle a eu beaucoup d'échanges avec la direction commerciale. Et donc, elle a trouvé un poste grâce à ça, finalement. C'est ce qu'elle dit, en tout cas. Grâce au contact qu'elle avait noué et qu'elle n'aurait pas pensé pouvoir nouer sans avoir ce projet-là.